De Gaulle étant en train de dynamiter leur stratégie d'asservissement de l'Europe et de la France, que firent les Américains? De Gaulle vient de faire son voyage en 1964 en Amérique du Sud. En novembre 1964, donc quelques jours après, Paris Match fait sa une sur ce titre. Johnson sera dur face à De Gaulle. La guerre est déclarée. Parce que le voyage de Gaulle en Amérique du Sud, avec les millions de personnes qui sont allées voir De Gaulle, évidemment, est compris par Washington comme décidément le fait que De Gaulle veut maintenir l'indépendance et la souveraineté de la France, ce qui n'entre pas du tout, mais pas du tout, dans les plans des États-Unis. Et donc, nous allons voir arriver de façon croissante l'influence des services d'influence américains sur la scène politique française par l'intermédiaire des médias. On va avoir le lancement d'un magazine, l'Express, pour la campagne présidentielle de 1965, qui va lancer une campagne Monsieur X contre De Gaulle. Monsieur X contre De Gaulle, en fait, c'est quoi? C'est la première fois qu'en France, on faisait ce qu'on appelle, c'est une invention américaine de marketing, un teaser. C'était justement de lancer une candidature fantôme. Ça n'est pas français, c'est une méthode américaine. En fait, il s'agissait de lancer dans les pattes de Gaulle aux élections présidentielles de décembre 1965, les premières élections présidentielles au suffrage universel, Gaston Defferre. Lorsque les Français ont découvert que c'était Gaston Defferre, l'affaire a en revanche fait chou blanc. Mais derrière les Américains, il y avait aussi la médiatisation de Jean Le Canuet. Première fois qu'on voyait un homme politique avec un sourire comme dans une publicité américaine, avec en famille écouter Jean Le Canuet à la télévision. Ça nous paraît désuet. Mais il faut voir qu'à l'époque, c'était une grande innovation. Il n'y avait qu'une seule chaîne de télévision d'ailleurs. Et donc ce lancement marketing ont dérouté De Gaulle. De Gaulle pensait qu'il serait réélu dès le premier tour sans faire campagne. Il a fait preuve, dans ce cas-là, comme d'autres fois, d'une trop grande sûreté de lui. Il n'a pas fait campagne, il ne s'est pas rendu compte que le monde était en train d'évoluer et que les Américains étaient en train de lancer contre lui de nouvelles armes d'influence par les médias, par le soft power, comme on dit, par la séduction, par la musique, par l'évolution des mœurs, etc., que lui, homme du XIXe siècle, ne voyait pas venir. Ils ont lancé également une autre opération dont on est toujours la victime et qui ressort très bien quand on compare les deux affiches électorales de la campagne présidentielle de 1965 du deuxième tour. Voici l'affiche de Charles de Gaulle pour le succès de la France. Tout simplement. Et quelle était l'affiche de son compétiteur du deuxième tour, François Mitterrand? Eh bien, c'était cette affiche-là. De Gaulle, c'est la France isolée. François Mitterrand, c'est l'Europe et l'amitié des peuples. Vous vous rappelez, on a vu tout à l'heure que De Gaulle, en 1964, déplace des dizaines de millions de personnes à travers les continents. On l'a vu. D'ailleurs, comme je le rappelle souvent, revenant de son grand périple en Amérique du Sud, Maurice Couve de Murville, le ministre des Affaires étrangères, fait un compte-rendu assez sobre et raconte quand même devant les ministres réunis le délire qu'a représenté ce voyage, l'immensité des foules qui se sont déplacées. Et De Gaulle conclura, majestueux, d'une seule formule, en disant « Oui, c'est cela qu'on appelle, paraît-il, être isolé ». En réalité, la France n'était pas du tout isolée, bien au contraire, puisqu'elle était soutenue par l'ensemble de la population du monde, exactement d'ailleurs de la même façon que lorsque Dominique de Villepin, en 2003, a fait le discours à l'ONU contre la guerre en Irak, pour s'opposer à la volonté américaine de faire la guerre en Irak. Mais au même moment, on a vu à travers le monde entier des files d'attente se créer devant les alliances françaises pour apprendre le français, à Buenos Aires, à Mexico, à Pékin, New Delhi, Moscou, Le Caire, Sydney, partout. Il y avait des gens à travers le monde qui voulaient réapprendre le français parce que d'un seul coup, ce simple discours avait redonné vie au logiciel France, ce qu'attendent les autres peuples du monde de la France, c'est-à-dire d'être Astérix, c'est-à-dire d'être le pays, certes, nous ne sommes plus une hyperpuissance, mais nous avons suffisamment d'influence dans le monde, ne serait-ce que par notre histoire, par le fait que nous sommes le pays de la Révolution française, le pays des droits de l'homme, que nous sommes quand même membres permanents du Conseil de sécurité. Le monde entier attend que la France dise non aux États-Unis, comme elle le faisait dans les années 65.
En tout cas, comme vous le voyez, De Gaulle, c'était pas la France isolée, c'était tout le contraire. Mais vous voyez que François Mitterrand était en fait l'agent anti-gaulliste et se prévalant de l'Europe et prétendument du fait que De Gaulle isolerait la France alors que c'était le contraire qui était vrai. Donc, c'est le grand lancement à partir de 64-65 de ces opérations de désinformation et d'intimidation de l'opinion publique française. On nous a dit qu'être en dehors de l'Europe, c'était s'isoler du monde. Être isolé du monde. Nous sommes ici, dans le Jura, à quelques dizaines de kilomètres de la Suisse. Est-ce que la Suisse est un pays isolé du monde? Est-ce que c'est la Corée du Nord? Est-ce que la Norvège, qui n'est pas dans l'Union européenne, est-ce que c'est la Corée du Nord? Non. La Suisse et la Norvège, les deux pays d'Europe qui ne sont pas dans l'Union européenne, sont aussi ceux où l'on vit le mieux, selon toutes les statistiques des Nations unies. On nous dit que c'est être ringard, que c'est être contre la paix, que c'est être xénophobe, que c'est être raciste, etc., etc. En bref, c'est le grand triomphe de la propagande. La construction européenne, on n'a tout simplement plus le droit d'être contre. Et bientôt, on n'aura même plus le droit d'en débattre. Et on évitera tout débat, et c'est la situation dans laquelle nous sommes. Pourquoi est-ce que j'ai créé ce mouvement politique le 25 mars 2007, le jour même du 50e anniversaire du traité de Rome? C'est pour appeler les Français à en sortir et pour imposer qu'on ait le droit d'en reparler, qu'on ait le droit de débattre, parce que nous sommes dans une démocratie. Dans une démocratie, on a le droit de parler de tout, de toutes les idées politiques et de les combattre s'il le faut. Alors, en ce bas monde, tout se paye. En ce bas monde, tout se paye, et l'on peut estimer de plus en plus, les historiens commencent à avoir un nouveau regard sur le passé et commencent à comprendre que mai 68 a probablement été la première révolution de couleur, comme les Américains ont fait en Géorgie, en Ukraine, etc., au cours des années 2000. Oh, certes, De Gaulle, qui était né en 1890, avait 78 ans en 1968. Oh, certes, il était dépassé par les événements, parce qu'avoir 78 ans en 1968, c'est un peu comme en avoir 88 ou 90 à notre époque. À notre époque, les gens sont jeunes de plus en plus vieux, si j'ose dire. Mais De Gaulle n'avait pas vu les évolutions sociologiques de la France. De Gaulle n'avait pas vu le nombre d'étudiants de plus en plus important, de gens qui sortiraient du système scolaire avec un diplôme. De Gaulle n'avait pas vu l'évolution des mœurs avec le développement, par exemple, de la mode des Beatles, etc. Donc toutes ces évolutions qui allaient aller vers un éclatement du carcan des sociétés occidentales traditionnelles, dont d'ailleurs le Concile de Vatican II a été le point de déclenchement, l'un des facteurs déclencheurs à partir de 1962. De Gaulle n'avait pas mesuré tout ça. De Gaulle avait maintenu une politique qui était rigide et donc a été dépassée par les événements. Mais ce qui est quand même sûr, c'est que les Américains en ont profité pour mettre le maximum d'huile sur le feu pour faire chuter De Gaulle. On a un livre qui est sorti en 2009 qui s'appelle « Des secrets si bien gardés » de Vincent Nouzy, paru chez Fayard. Et regardez ce qu'il y est écrit dedans. La CIA est en réalité, on parle des événements de mai 68, la CIA est en réalité ravie que la statue de Gaulle, bête noire des Américains depuis 10 ans, soit enfin ébranlée. Des secousses domestiques parviennent à déstabiliser ce général intraitable sur le plan international. Il y a même des rumeurs comme quoi la CIA financerait les syndicats étudiants, dont l'UNEF, pour causer du tort au gouvernement. Les Américains seront embarrassés par cette allégation jugée ridicule. Jugée ridicule par eux, bien évidemment. Selon un document américain confidentiel, ils feront savoir au gouvernement français que cette rumeur n'a aucun fondement et s'étonneront que les autorités aient pu lui donner quelque crédit. Eh bien oui. Parce que autour de De Gaulle et son entourage ont compris qu'il y avait derrière une grande puissance qui agitait tout ça. On a des milliers de témoignages. L'ambassadeur Harriman, l'ambassadeur des États-Unis, assistant aux manifestations dans le quartier latin, avec un air épanoui. Les radios, RTL, Europe numéro 1, qui étaient en dehors du territoire français, qui appelaient quasiment les Français à l'émeute. C'est comme ça que ça s'est passé, mai 68. Il y a un autre livre intéressant de Jean-Pierre Farkas, paru en 1998, qui s'appelle « Le pavé ». Et voilà ce qu'il redit. En juin 68, Cohn-Bendit déclare à Hervé Bourges
Il semble que la CIA se soit intéressée à nous ces derniers temps. Certains journaux et associations américaines, filiales et intermédiaires de la CIA, vous voyez qu'il est quand même bien documenté, les journaux et associations américaines, hein, Ford, Rockefeller, etc. Filiales et intermédiaires de la CIA nous ont proposé des sommes importantes. Inutile de vous dire l'accueil que nous leur avons fait. Moi, j'aurais aimé qu'ils nous disent l'accueil, justement, qu'ils leur ont fait. Quand on voit que M. Cohn-Bendit est toujours sur la scène politique française, après avoir été en Allemagne, quand il est allé chez les Verts allemands faire une partie de sa carrière politique, il s'est fait remarquer pour prendre position, à la différence de tous les Verts allemands qui étaient infiltrés par le KGB soviétique, au moment de la crise des SS-20, Cohn-Bendit a été le seul Vert allemand, député Vert allemand, à militer en faveur de l'installation des Pershing américains. Le seul, servant les intérêts stratégiques des États-Unis d'Amérique. Comme en 1968, il a servi les intérêts stratégiques des États-Unis d'Amérique. Et comme maintenant, de nouveau, il sert les intérêts stratégiques des États-Unis d'Amérique en réclamant, par exemple, que la France cède son siège permanent au Conseil de sécurité à l'Union européenne. Rien ne pourrait plus faire plaisir aux États-Unis que de voir la France dégagée du Conseil de sécurité. Ils pourraient à ce moment-là attaquer qui le veulent sans avoir un nouveau discours de 2003 comme la guerre en Irak. Voilà les intérêts que sert objectivement M. Cohn-Bendit. En attendant, quel a été le vrai bilan de mai 68 ? Le vrai bilan de mai 68, c'est que De Gaulle a été sauvé par le Kremlin, par l'intermédiaire du Parti communiste français et de la CGT, qui ont signé les accords de Grenelle pour arrêter la grève générale, parce que le Kremlin avait compris que c'était les Américains qui étaient derrière, qui voulaient faire chuter De Gaulle. La CGT donc a signé, elle a d'ailleurs été désavouée, Georges Ségui a été désavoué par sa base, et il y a eu pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois, de nombreux problèmes parce que la base ne voulait pas reprendre. C'est un premier divorce qui va apparaître entre le Parti communiste français et la classe ouvrière, parce que la classe ouvrière française, à l'époque, est tellement victime des médias qu'ils prennent parti plutôt pour l'opposition à De Gaulle plutôt que pour ce qu'ont décidé le PCF et la CGT qui disent qu'il faut savoir terminer une grève. Quoi qu'il en soit, à partir de l'automne 68, De Gaulle cherche à s'en aller. Il l'avait dit, il vaut mieux partir 1 an trop tôt que 5 minutes trop tard. Il se rend compte qu'il est dépassé par les événements, il a failli flancher. À la fin de mai 68, vous savez, il a failli s'en aller, il est allé à Baden-Baden, voir le général Massu qui lui a dit qu'il faut remonter sur le cheval. Donc il est revenu, mais le cœur n'y est plus. De Gaulle cherche un moyen de sortie, il fait donc le référendum sur la décentralisation, la réforme du Sénat, etc., la participation des travailleurs. Tout ceci fait échec et donc il n'a que 47% de oui, il démissionne avec panache. Et c'est Georges Pompidou, qui entre-temps était passé par la banque Rothschild, qui est élu. Et c'est ça le vrai bilan de mai 68, c'est l'élection de Georges Pompidou. Et c'est quoi l'élection de Georges Pompidou ? Eh bien le 1er décembre 69, 6 mois après être élu, Pompidou plante le 2e coup de poignard dans le dos de De Gaulle. Le premier, c'était le préambule interprétatif du Bundestag. Le 2e, c'est De Gaulle qui va au sommet européen de La Haye le 1er décembre 69 et qui dit « Les demandes d'adhésion à la CE de la Grande-Bretagne et de 3 autres pays, les 3 autres pays, c'est Danemark, Irlande et Norvège, doivent être abordées dans un esprit positif. » C'est-à-dire que Pompidou enterre en fait le 2e élément fondamental que De Gaulle avait voulu apporter pour faire une Europe européenne. Pompidou va être évidemment accueilli très rapidement par les États-Unis. Alors tout ceci, eh bien, c'est la fin du gaullisme à laquelle on assiste avec Pompidou. Je ne parle même pas des autres. Mais tout ceci pour faire un bilan qui façonne l'opinion publique en France. L'audience moyenne de la télévision en France, c'est 3h30 par jour, 4h15 le dimanche. Selon les sources Médiamétrie, ça fait plus de 1200 heures par an. Et maintenant, nous sommes entrés dans un univers qui est celui-ci, que vous connaissez bien d'ailleurs. C'est l'univers où la population française est placée dans un état d'hypnotisme. C'est-à-dire que désormais, il n'y a plus de discours politiques qui tiennent. Il n'y a plus de raisonnement politique qui tiennent. Maintenant, nous avons une population qui est complètement hypnotisée par un petit écran qui fait passer des messages subliminaux, vous le voyez d'ailleurs, où l'on traite de tout sauf des vrais problèmes. On le voit d'ailleurs
quelle place est laissée aux questions essentielles sur l'avenir de la France? Qui vous parle comme je vous ai parlé? Qui vous présente notre histoire récente? Qui vous présente la stratégie de domination américaine sur l'Europe et sur la France? Qui vous parle de ce que la France a été un très grand État, une grande puissance indépendante et souveraine? Qui est-ce qui vous en parle encore? La place laissée aux questions essentielles sur l'avenir de la France? Aucune. Alors pourquoi aucune? Eh bien aucune parce que tout simplement les médias sont détenus par quelques intérêts très circonscrits. TF1 par exemple est possédé par Bouygues. Alors on entend les gens de gauche dire « Ah, on voit Sarkozy sur TF1 parce que Sarkozy est l'ami de Bouygues ». Mais ne vous inquiétez pas, Sarkozy est l'ami de Bouygues, mais Bouygues il est l'ami aussi de François Hollande, de Moscovici, il est l'ami de tout le monde. Le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est que le Bouygues est possédé à hauteur de 20% de son capital par Capital Research and Management American Funds, qui est un fonds de pension qui gère notamment les pensions, les retraites des fonctionnaires de Californie. Et donc, TF1 jamais ne peut relayer le type d'information que je vous donne. De la même façon, le groupe Lagardère, qui possède Europe 1, qui possède Paris Match, qui possède Aujourd'hui, qui possède le Journal du Dimanche, qui possède une partie du journal Le Monde, qui possède une partie des NMPP, les nouvelles messageries de la presse parisienne qui permettent de monter ou de faire ou de tuer un journal. Il suffit de le mettre en devanture ou de le retirer de la devanture. Si vous retirez un journal de la devanture, il ne se vend pratiquement plus. Il perd 95% de ses ventes s'il n'est plus en devanture. Donc celui qui possède les NMPP a un pouvoir colossal sur la formation de l'opinion publique en France. Eh bien Lagardère, ça sonne bien français, oui, mais plus de 60% du capital de Lagardère sont détenus par des investisseurs institutionnels étrangers, comme on dit, et notamment des Américains.